11h30. Tendance première, Cédric Gauthier. Et aujourd'hui, on va mettre l'accent sur bien des entreprises de l'ombre, des travailleurs de l'ombre, les ateliers de travail adapté. Bonjour Brigitte Amthio. Vous travaillez à la Fédération des entreprises de travail adapté bruxelloise. Bonjour Benoît Sezens. Bonjour. Vous êtes le directeur de la ferme Nopilif ici à Bruxelles, qui est donc un de ces ateliers de travail adapté. Quand on parle d'atelier de travail adapté, ça veut dire quoi concrètement, Brigitte Amthio ? Eh bien, ça veut dire que l'entreprise va adapter le travail par rapport au handicap et à la situation de fragilité du travailleur. Et donc, on va vraiment, à l'inverse d'une entreprise classique, adapter le travail à la capacité du travailleur et pas l'inverse, recruter le travailleur par rapport à ses capacités. Et donc, avec une équipe multidisciplinaire d'assistantes sociales, d'ergothérapeutes et de moniteurs, on va veiller à adapter le travail pour qu'il soit réalisable par la personne en situation de handicap. Moi, je vais vous demander de vous rapprocher un tout petit peu du micro pour que le son soit un petit peu meilleur. Ouais. Benoît Sezens, il y en a combien d'entreprises de travail adapté en Belgique ? Alors, il y en a à peu près 120 répartis sur tout le territoire. C'est 55 en région wallonne, 50 en région flamande et 11 à Bruxelles. Ouais. Et ça représente combien de travailleurs alors ? 30 000 travailleurs, dont 25-26 en situation de handicap. Oui. Situation de handicap, pour ceux et celles qui seraient intéressés par ce genre de travail, ça veut dire quoi ? On peut mettre n'importe quelle personne en situation de handicap au travail ou pas spécialement aujourd'hui ? Alors, bien sûr que toute personne a le droit au travail. Bien sûr. Dans nos ETA, ce sera réservé à des personnes qui ont une fragilité spécifique déterminée par les pouvoirs subsidiants. Donc, à Bruxelles, par exemple, il faut être inscrit au phare, être reconnu à la COCOF, département phare, pour pouvoir travailler en ETA. Là, il y a une analyse qui se fait par une équipe pluridisciplinaire qui dit cette personne a le profil qui ne peut pas s'intégrer dans le circuit ordinaire, qui a des capacités et qui mérite qu'elle soit mise en évidence dans une entreprise de travail adapté. Et donc, on lui accorde une carte d'embauche, comme ça s'appelle à Bruxelles. Et c'est à peu près la même chose dans les 3 régions, avec des modalités différentes. Brigitte Amthio, quels sont les critères justement qui permettent à ces travailleurs d'être mis sur le travail ? Qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme formation, par exemple, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou non ? Donc ça dépend vraiment de leur handicap. Donc il y a différents critères qui sont examinés pour définir le degré de handicap. Et donc on va examiner leur capacité cognitive, leur motricité, la mobilité, la capacité à se concentrer, la lecture, leur capacité aussi à s'adapter au niveau émotionnel dans un groupe. Et donc en fonction de ces différents critères, il y a un coefficient de handicap qui est déterminé par le phare, et nous, en fonction de cela, on va intégrer le travailleur dans la chaîne de travail de l'entreprise. Benoît Sezens, vous dirigez la ferme Nopilif, ici dans le nord de Bruxelles, qui est connue par les Bruxellois, peut-être moins en dehors des frontières de Bruxelles. Le travail dans votre ferme, qu'est-ce qu'il représenterait concrètement ? Qu'est-ce que ces personnes handicapées peuvent faire tous les jours chez vous ? Alors, à la ferme, à la différence peut-être d'autres ETA, ce ne sont pas des travailleurs de l'ombre, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, ce sont des travailleurs qui sont mis en évidence et qui sont mis en relation avec le public local dans nos commerces ou dans des activités telles le jardinage. Et on essaye de faire en sorte que plutôt que de garder une étiquette « je suis handicapé, parlez-moi gentiment et donnez-moi du travail », c'est « je suis votre boulanger, je suis votre jardinier, je suis votre serveur à l'estaminet ». Et donc, c'est vraiment la mise en évidence de leurs compétences dans toutes sortes de métiers et de travaux qui sont prévus dans nos activités. Et c'était important, ça, de mettre en avant justement ce travailleur ? Moi, je trouve que c'est indispensable de leur donner un rôle utile dans la société. Ils ont une autre étiquette que l'étiquette qu'on leur collait jusqu'à présent. C'est de leur dire, vous avez des capacités, vous avez des compétences. Tout le monde a des compétences. Si on gratte un peu, et c'est ce que Brigitte disait, notre personnel est là pour gratter derrière le handicap, trouver les compétences des personnes et les mettre en évidence par rapport au public. C'est très important parce que ça permet la rencontre, ça permet aussi d'éduquer la population bruxelloise au handicap quelque part, de se rendre compte que, tiens, quand je vais à la ferme, c'est une personne handicapée qui me sert mon pain, c'est une personne handicapée qui me sert à table, et ça se passe bien. Donc, why not ? Il y a encore des réticences ? Vous sentez parfois encore un malaise, pas chez les habitués, mais ceux qui viendraient de temps en temps à la ferme Nopilif ?
Il y en a qui ne comprennent pas, effectivement. Alors, il y en a qui surjouent, qui font de la surprotection, et puis il y en a d'autres qui se croient dans une grande chaîne de restauration rapide et qui s'énervent en partant parce que ça ne va pas assez vite et qui n'acceptent pas les petites différences qu'il faut accepter parce que c'est effectivement pas tout à fait à l'estaminet, par exemple, un service classique. Il y a un peu de patience à avoir à certains moments, etc. Donc, mais la plupart des gens finissent, une fois qu'ils sont venus une première fois, ils finissent par apprécier le travail des personnes et par comprendre le principe dans lequel on est. Brigitte Amthio, je rappelle, vous représentez la Fédération des entreprises de travail adapté bruxelloise. Je dirige aussi une ETA Manufast. D'accord, Manufast. Est-ce que ce regard par rapport à la personne handicapée a changé selon vous ? En tout cas, tout ce qui est quand même mis en place au niveau à la fois des politiques sur le handicap et dans les entreprises de travail adapté par les fédérations d'entreprises de travail adapté, je pense, a contribué à quand même à avoir un regard beaucoup plus inclusif sur la personne handicapée et beaucoup plus, de manière générale en tout cas, beaucoup plus égal et équivalent à celui qu'on pose sur une autre personne. Oui. Et de manière générale, ce que disait Benoît Cézanne de la ferme Nopilif, la volonté de mettre en avant justement la personne handicapée, de la montrer pour justement que ce ne soit plus un travailleur de l'ombre. Est-ce que vous avez l'impression que dans les ateliers, il y a de plus en plus cette volonté de se dire on est fier de nos travailleurs, on a envie de les mettre en avant? Oui, bien sûr. Et on le fait parce que effectivement, on a une vraie demande de la part de nos travailleurs et ils sont tellement reconnaissants et heureux de voir que ils peuvent travailler comme n'importe quelle autre personne et que leur travail qu'ils produisent est apprécié de la part des entreprises. Oui, c'est vraiment quelque chose de très très important pour les travailleurs en situation de handicap. Les entreprises de travail adapté, elles sont justement actives dans toute une série de secteurs. On va revenir peut-être à ce qui fait votre spécificité. Benoît Cézanne, à la ferme Nopilif, c'est donc une ferme avec, dans tous les sens du terme. Vous fabriquez quoi? Qu'est-ce que vous proposez finalement au public? Alors, on propose surtout des services. Dans un premier, d'abord, c'est un lieu. C'est un lieu assez exceptionnel dans le nord de Bruxelles. C'est un parc ouvert au public où on entretient une série d'animaux. Et ce sont nos travailleurs qui accueillent, par exemple, des écoles, qui accueillent des stages. Et ce sont nos travailleurs qui les accueillent pour mettre en évidence tout ce qui est environnemental et tout ce qui est adaptation à l'environnement. Et puis, il y a tous les côtés commerciaux, parce qu'on a une série de commerces. On a une boulangerie, une épicerie, un estaminet, une jardinerie. Et on a aussi des équipes qui produisent, parce que effectivement, il faut démultiplier le nombre de tâches pour pouvoir accueillir un maximum de monde, puisque chacun a ses compétences. Et donc, on a un atelier où on fabrique des biscuits que l'on vend dans notre épicerie, mais que l'on vend aussi dans des réseaux d'épiceries extérieures. On les vend chez Oxfam, par exemple, ou dans d'autres. Donc, on est surtout, nous, dans le service à la collectivité locale. C'est pour ça qu'on est très fort concentré sur Bruxelles. On ne cherche pas à travailler à l'extérieur, etc. Parce qu'on estime qu'il faut relocaliser. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde nous démontre l'importance de relocaliser les choses et de recréer du lien social dans le quartier. Et si je ne m'abuse, les poubelles de l'RTBF sont des poubelles qui ont été fabriquées dans vos ateliers? Tout à fait, parce que de nouveau, c'est une logique d'économie circulaire. On récupère du bois sur les chantiers d'entreprises de construction et on en fabrique divers objets, dont les poubelles de recyclage de la RTBF, effectivement. Brigitte Amthio, de manière générale, qu'est-ce qu'on fabrique dans un atelier de travail adapté? La plupart des entreprises de travail adapté sont plutôt des sous-traitants pour des entreprises dans ce qu'on appelle le B2B. Et donc, elles vont proposer des différents types de services à ces entreprises. Le service traditionnel et le travail, je dirais, core business des entreprises de travail adapté, c'est le packaging, le conditionnement. Mais évidemment, avec tout ce qui est automatisation, digitalisation, le travail commence à se raréfier dans ce type de travail. Et donc, les entreprises doivent évidemment se renouveler. Il y a une partie aussi de travail qui est fait dans tout ce qui est le jardinage.
Chez Manufast, nous faisons aussi de l'encodage, du scanning de documents, de l'impression de documents. Il y a également de travail, j'appelle mon Benoît, pas mon Benoît, mon collègue Benoît Allais, pardon. C'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui que c'est de plus en plus diversifié et qu'on ne s'en rend pas vraiment compte. Je voudrais qu'on parle dans quelques instants justement de ça. Quand on pousse les portes, par exemple, d'une grande surface, on ne se rend pas compte que sur les étalages, il y a énormément de produits qui ont été, entre autres, emballés. On va en parler dans quelques instants avec vous et on va parler justement de ce travail concret, de l'évolution aussi de ce qui est proposé dans ces entreprises de travail adaptées. Si vous aussi vous faites appel à des entreprises de travail adaptées, si vous hésitez ou si vous posez des questions par rapport à cela, bien vous n'hésitez pas. Vous nous envoyez un SMS au 6031, un courriel à tendance première @rtbf.be ou encore un petit message sur la page Facebook de l'émission. Restez avec nous. Tendance première. Et dans Tendance Première, aujourd'hui, nous parlons des entreprises de travail adaptées avec nos deux invités, Brigitte Amtio qui dirige une entreprise justement à Bruxelles, Manufast, et qui représente aussi la Fédération des entreprises de travail adaptées bruxelloises, et Benoît Sezens de la ferme Nopilif. Je disais juste avant l'intervention, Benoît, on s'en rend pas compte quand on rentre par exemple dans une grande surface que énormément de produits sortent de vos ateliers, en tout cas des entreprises de travail adaptées. Mais c'est sûr qu'on a une population qui est disponible, qui a besoin de travaux simples et assez répétitifs. Et donc, quand il s'agit d'emballer deux produits ensemble, d'en faire une promotion, d'ajouter un sticker, c'est surtout de l'emballage et du conditionnement que l'on fait. Mais on fait aussi les montages électriques pour les enseignes lumineuses de certaines chaînes sont montées dans une ETA bruxelloise parce que c'est du montage assez facile et de manière systématique, ça peut être répété. Donc effectivement, il y a des quantités énormes de produits qui passent dans les mains mais c'est 25 000 travailleurs quand même aussi en Belgique, donc c'est quand même une force de travail assez importante et qui se rend utile, mais on ne s'en rend pas toujours compte. Ouais. Brigitte Amtio, est-ce que ce travail a évolué ou est-ce qu'il va évoluer? Est-ce qu'aujourd'hui, ces tâches répétitives d'emballage sont encore à l'ordre du jour ou est-ce qu'il là aussi, il faut se réinventer dans ce genre d'entreprise? En tout cas, sur Bruxelles, il faut se réinventer. Et on a déjà commencé à se réinventer. Il y avait toute une série de tâches répétitives, de conditionnement qui n'existent plus. Ou je prends par exemple quelque chose qui existait il y a 30 ans, qui était de mettre des étiquettes sur des enveloppes pour envoyer en publipostage différents courriers. Évidemment, bien sûr, tout ça est automatisé. Maintenant, la digitalisation en plus passe par là. Donc on doit commencer à vraiment s'adapter à cette révolution digitale. Chez Manufast, par exemple, et dans d'autres entreprises, on voit que par rapport à tout ce qui est tâches de conditionnement, il y a quand même beaucoup d'opportunités par rapport à tout ce qui est la gestion de la logistique de distribution au niveau de Bruxelles, de tout ce qui est commande sur site internet, et donc des entreprises nous confient la logistique de leur site web et de la gestion des commandes de leur site web. Et là, quelque part, il y a à la fois du travail de conditionnement, de packaging, mais qui est lié aussi avec des technologies de gestion de site web et de logistique. Et dans ce type de travail et de tâches, on peut trouver de quoi insérer plusieurs travailleurs en situation de handicap. Ça veut dire qu'il y a une formation aussi bien spécifique pour ces travailleurs? Oui, et donc on a évidemment pas mal d'heures de formation qui sont données à chaque travailleur. Ce sont des formations qui sont faites évidemment en interne dans les entreprises, par les moniteurs, par des ergothérapeutes. Et les formations évidemment sont aussi adaptées parce que la courbe d'apprentissage de nos travailleurs est beaucoup plus lente que celle d'un travailleur sans handicap. On va utiliser pas mal de supports simplifiés. On doit répéter beaucoup pour que la personne intègre bien les consignes. Et donc, les formations, elles aussi, sont adaptées à la situation de chaque travailleur. On a une question d'un auditeur, question de Philippe. Existe-t-il un site qui reprend toutes les entreprises de travail adapté en Belgique? Alors, il n'existe pas un site, il en existe 3. On est en Belgique, quand même. Ça aurait été tellement simple. Voilà. Donc, il y a le site wallon, c'est Eweta, E-W-E-T-A. Le site de Bruxelles, c'est Febrap.
Et pour les néerlandophones, c'est la VLAB, V-L-A-B. Maatwerkbedrijf, Ou groupe Maatwerkbedrijf, ou groupe Maatwerk. Maintenant, ils ont récemment changé. Je vois Louana qui s'active pour mettre toutes ces informations évidemment sur la page Facebook de l'émission puisque c'est important. Donc on va répéter. Côté wallon, c'est EWETA. Oui. Côté bruxellois, FEBRAP. Et côté néerlandophone, on va dire groupe Maatwerk. Eh bien voilà, on retrouvera, pour répondre à la question de Philippe, on retrouvera ces renseignements dans quelques instants, justement sur la page de Facebook de Tendance Première. Benoît, on vient de parler justement de ces formations. Comment se passe le processus de formation dans vos ateliers à la ferme Neuf-Pilif entre le moment où un travailleur arrive pour la première fois? Comment est-ce qu'il est accompagné justement pour lui permettre à un moment d'avoir cette autonomie, d'être en contact avec les visiteurs tous les jours finalement et d'avoir un réel contact? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a soit le plus classique, c'est une personne qui est présentée soit par sa famille, soit spontanément, ou un service d'accompagnement. Il existe des services d'accompagnement qui aident les personnes à trouver des jobs. Et ils se présentent avec un CV tout à fait classique, il n'y a pas de différence. On les accueille, on les rencontre et on voit dans quelle mesure, quelle est leur motivation, ce qu'ils ont éventuellement fait à l'école. Mais c'est pas la formation scolaire qui est le numéro un, c'est plutôt la motivation et la capacité de s'intégrer dans une équipe. Et puis, on le met au travail et les moniteurs ont pour tâche de l'intégrer, de lui apprendre les bons gestes, de l'inclure et surtout de décomposer le travail pour le rendre très accessible. C'est la décomposition du travail qui fait que c'est accessible. C'est-à-dire? Mais si par exemple, je vais prendre l'estaminet, on sait que quand on est un groupe à table et qu'on commande tous à boire, c'est très compliqué pour un serveur classique déjà de le faire sans noter. Pour nos travailleurs, c'était tout à fait impossible. Mais c'est le client qui remplit le bon de commande. Oui. Et donc voilà, des petites adaptations qui permettent à n'importe qui d'accéder à certains postes de travail et de se faciliter la vie. Il y a un autre type de travailleurs, ce sont des travailleurs pour qui on se dit, voilà, il n'est pas mûr, il faut une étape, il faut quelque chose avant. Et là, il y a des contrats d'adaptation professionnelle, des CAP, qui peuvent se poursuivre pendant de 1 à 5 ans, où on peut mettre la personne en situation de handicap au travail, mais de manière très progressive, en prenant énormément de temps pour la former. Parce que pour les autres, c'est tout de suite au travail qu'on les forme. C'est sur le tas, tout de suite en contact avec les clients. Ça donne parfois lieu à des anecdotes assez amusantes. Parfois, il y a parfois de quoi écrire un livre, mais en général, ça se passe bien. Mais sinon, pour ceux qui sont plus éloignés du travail, il y a ce processus d'apprentissage qui peut se mettre en place. Donc, on a plusieurs manières d'entrer en ETA. Oui. Brigitte, les motivations, la plupart du temps, quelles sont-elles? Motivation de ces travailleurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent dans les entretiens d'embauche? Pourquoi est-ce qu'ils ont envie, fondamentalement, de travailler? Principalement pour pouvoir à la fois mettre en avant leurs compétences et avoir un lien social et une inclusion sociale. Pour certains travailleurs, le lieu de travail est le seul endroit où ils ont un vrai contact social. Certaines personnes sont quand même dans des situations d'isolement importantes. Et donc, le travail est vraiment le lieu d'un vrai lien social pour ces personnes. Et qu'est-ce que ça change alors, Benoît, après quelques mois, quand vous regardez vos travailleurs chez vous, qu'est-ce qui change la plupart du temps? La plupart du temps, on se demande, tiens, il est où son handicap? Ouais. Pourquoi est-ce qu'il est là? Ah oui, il a besoin d'une béquille, il a besoin de son moniteur, il a besoin de... Mais la plupart du temps, quand ils sont bien intégrés et que ça se passe bien, le handicap disparaît. La déficience reste éventuellement, mais le handicap en lui-même... Grâce aux adaptations des postes de travail, grâce à la manière dont les moniteurs organisent les choses, le handicap disparaît. Et on se dit, tiens, on a un chouette caissier, on a une chouette boulangère, on a un chouette jardinier. Et on en oublie, pour finir, le handicap. C'est vraiment ça, je trouve, le plus récompensant pour nos moniteurs et pour nous, c'est de se dire, on a des entreprises qui tournent et qui rendent des services impeccables aux clients, parce que c'est important aussi de le dire, c'est que le pire compliment qu'on puisse nous faire, c'est « Oui, c'était pas très bien fait, mais enfin, c'est des handicapés qui l'ont fait. » Ça, c'est quand même la pire des choses. Et ça, toutes les directions, toutes les équipes de TA ont horreur de ça. On rend du travail professionnel, impeccable, avec des personnes en situation de handicap. Et c'est ça qu'on finit par voir. Heureusement que c'est ça qu'on finit par voir. Sinon, ce serait désespérant. Brigitte? Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à cette évolution, justement, ce que ça permet et ce que ça apporte aux travailleurs?
Je pense que Benoît a bien résumé. Ce qui est aussi très très chouette à voir, c'est que dans les entreprises, que les entreprises ne soient pas des ghettos de personnes en situation de handicap, et qu'il y ait une vraie diversité dans le type de personnes qui sont sous contrat. Et donc à la fois on a du personnel en situation de handicap, du personnel sans handicap, et tout ça forme une belle synergie, une belle complémentarité, et ça c'est vraiment très très chouette à voir. On a une question aussi d'une auditrice qui nous dit: est-ce qu'il y a des aides pour les entreprises entre guillemets classiques qui font appel aux ateliers de travail adapté? Ah non. Ah non. Non, pas encore. Ça c'est un grand débat, parce qu'on est les seuls en Europe à ne pas, le seul pays où les entreprises qui font appel à nous n'ont pas d'avantage. En France, ils ont une obligation d'employer 6% de personnes en situation de handicap ou de sous-traiter du travail en ETA. Donc il y a des tas de pays où il y a des incitants, il n'y a pas d'aide. On plaide, et on a écrit récemment pour le plan de relance post-Covid de dire que peut-être qu'il faudrait faire un tax shelter pour les situations d'entreprises qui font appel à nous, pour être défiscalisées sur X% du chiffre d'affaires, par exemple, qu'ils confient à des entreprises de travail adapté. Ça pourrait être un incitant pour nous confier du travail et pour apprendre à travailler avec nous, et se rendre compte que, au total, il vaut peut-être mieux travailler avec nous que d'envoyer son travail en Chine ou bien loin, et de relocaliser l'économie, de nous reconfier du travail. Ça pourrait faire un petit incitant de la part de l'État, nous ferait du bien, mais je ne sais pas si c'est le moment de demander des sous à l'État. Un petit tax shelter. J'ai l'impression que vous êtes les seuls. J'ai l'impression que vous êtes les seuls. Un petit tax shelter pourrait faire l'affaire, mais bon, on verra ce que ça donne. Ouais. Mais une ouverture par rapport à ces questions, justement, est-ce que vous avez l'impression que, au niveau politique, on se dit, ce ne sont pas que, on le disait, un travailleur de l'ombre, que les petits ateliers qui font du bien, entre guillemets. Je suis très caricatural, mais ça a été pendant tout un temps un peu cette pensée. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une évolution politique par rapport à ces questions? Une ouverture? Oui, Oui, je crois vraiment qu'il y a une ouverture même relativement importante. Il y a d'ailleurs dans la plupart des ministères maintenant une personne qui est dédicacée au handicap. On essaie le handi-streaming, que ce soit à travers toutes les politiques, on pense à la personne handicapée, et pour l'emploi aussi. Il y a des obligations d'emploi dans les communes et dans les CPAS. Alors elles sont diversement suivies. On pourrait faire une émission sur le suivi du quota d'embauche des personnes. Normalement, ils sont tenus d'en engager 3%, ou ils pourraient compenser ça en sous-traitant ou en confiant 1,5% de ce chiffre-là aux entreprises de travail adapté. Et c'est un travail que la FEBRAP, notre fédération, fait en permanence, c'est de rappeler que le partenariat, plus que la sous-traitance, mais le partenariat avec les entreprises de travail adapté, c'est win-win-win, comme on le dit souvent dans nos publicités, parce que ça amène une dimension sociétale, et les entreprises en ont besoin aussi, ne fût-ce que pour leur personnel, de se rendre compte que leur entreprise fait participer des personnes en situation de handicap. Ça valorise aussi dans les entreprises, et donc il y a toute une démarche qui est en place et qui commence à porter ses fruits. Mais vous le dites, c'est pas partout. On ne retrouve pas ce quota partout. Non, pas encore. Nous, on plaide pour que ce quota soit aussi dans les entreprises privées, comme c'est le cas en France, comme c'est le cas dans la plupart des pays européens qui nous entourent. Quand on parle avec des collègues et qu'on leur dit « Ah non, nous, les entreprises ne sont pas obligées de nous confier du travail. » Mais comment vous faites? Comment vous faites économiquement pour tenir la route? On se bat sur les prix, on est en permanence dans une tension entre l'économique et le social qui est beaucoup plus importante chez nous que dans d'autres pays où on peut plus se consacrer au social encore que ce qu'on fait aujourd'hui. Bref, vous gérez ça comme une entreprise classique, entre guillemets. Ah, tout à fait, oui. On a la double casquette. Ouais. C'est important de le repréciser, quand on gère ça, c'est une entreprise comme une autre, en fait, un atelier de travail adapté. Exactement. Vraiment avec les mêmes contraintes, les mêmes pressions concurrentielles qu'une entreprise classique. Et effectivement, oui, c'est un travail quotidien de trouver cet équilibre entre l'économique et le social. Et c'est pour ça que d'ailleurs on s'appelle entreprise de travail adapté. Auparavant on parlait d'atelier protégé, mais depuis très longtemps on s'appelle entreprise de travail adapté. Et nous sommes des entreprises avec des projets stratégiques et des vraies stratégies commerciales comme n'importe quelle autre entreprise classique. Mais c'est une importance, ce changement de nom, de ne plus parler d'atelier protégé aujourd'hui. Oui. De parler d'entreprise. Mais c'est reconnaître, je trouve,
le vrai statut de nos travailleurs. Avant, c'était des gars qui bénéficiaient d'un service qu'on leur rendait contre une dringuelle, un peu d'argent de poche qu'on leur donnait à la fin du mois. Et maintenant, ils sont reconnus comme des véritables travailleurs, avec les droits, les devoirs, avec la représentation syndicale, avec tout ce qui existe dans une entreprise existe chez nous. Et c'est important de ne pas faire une fausse entreprise ou une entreprise de bisounours parce qu'ils sont handicapés. Non, on les intègre, c'est de l'inclusion et on va jusqu'au bout avec des exigences adaptées et des moyens qui nous permettent d'adapter les exigences. Alors, on vient de recevoir un autre témoignage. En 1999, le buffet de mon mariage a été confié à une association de ce genre et c'était parfait. Ah, voilà. Magnifique. Ouf. Heureusement. Non, mais c'est vrai parce que vous dites ouf, mais vous l'avez bien dit et c'est important de le spécifier et de le renoter. À partir du moment où on fait appel à une entreprise, on a aussi en tant que entrepreneur, par exemple, qui fait appel à vous, une exigence de qualité qui est là comme dans une autre société. Tout à fait. Et c'est normal. Et nous préférons aussi effectivement être traités comme une entreprise classique et qu'on ait des exigences, mais il faut qu'elles soient aussi adaptées. Et puis nous, évidemment, c'est dans l'ombre, on va adapter le travail pour faire en sorte qu'on puisse respecter les délais comme n'importe quelle entreprise, la qualité, le prix comme n'importe quelle autre entreprise. Voilà, nous sommes repartis pour cette deuxième partie de Tendance Première dans une bonne dizaine de minutes. Notre séquence, nos rendez-vous, nos retrouvailles mettra en avant un festival bien particulier qui va se dérouler à Bruxelles dans des endroits totalement insolites. Il se déroulera fin août, mais c'est vrai que les places se vendent. Et donc on en parle aujourd'hui parce qu'il reste encore quelques places pour certains de ces lieux. Nous en parlerons dans quelques instants. Mais avant cela, on poursuit notre dossier du jour consacré aux entreprises de travail adaptées. Tendance première, Cédric Gauthier. Avec nos deux invités, Benoît Cézens de la ferme Nopilif à Bruxelles et Brigitte Amthio de la Fédération des entreprises de travail adaptées bruxelloises. Vous dirigez également une entreprise Manufast ici à Bruxelles. On a reçu un message aussi d'un auditeur qui met en avant le fait qu'il y a une réglementation et que pour en savoir plus par rapport à la réglementation relative aux entreprises de travail adaptées, il y a aussi deux sites internet différents, que l'on soit à Bruxelles ou en Wallonie. À Bruxelles, c'est phare.irisnet.be et puis en Wallonie, c'est avic.be. Là aussi, on mettra toutes les informations dans quelques instants sur la page Facebook de l'émission parce que vous êtes nombreux à nous demander comment justement contacter les entreprises de travail adaptées, ce que l'on peut faire. Et voilà, la question et la réponse a été donnée s'il y avait des aides pour ceux et celles qui veulent justement faire appel aux entreprises. Moi, je voudrais qu'on revienne quand même sur l'apport social d'un travail pour une personne handicapée. Vous l'avez dit, Brigitte, souvent elles sont seules. Aujourd'hui, c'est assez étonnant que par rapport à d'autres pays, la personne handicapée soit souvent encore reléguée dans un coin où elle est souvent seule. Il y a peu de choses pour leur permettre dans la vie de tous les jours d'être sociabilisée. Oui, ça évolue. pourtant, il y a quand même des initiatives qui émanent à la fois des pouvoirs politiques régionaux, des pouvoirs politiques locaux également. Je pense que les communes essayent aussi de faire beaucoup, les entreprises aussi. Peut-être que la difficulté, c'est parfois aussi de mettre ensemble toutes ces initiatives et de les regrouper. Donc parfois, la personne handicapée a du mal à savoir vers quel organisme se tourner. Donc il y a parfois plutôt une multiplication d'initiatives, mais qui ne sont pas toujours coordonnées, et puis qui dépendent aussi du type de handicap, parce qu'évidemment avoir une malvoyance, une surdité ou un handicap mental, c'est pas la même chose. Les supports seront différents aussi. Donc moi je pense qu'il y a des initiatives, mais elles sont tellement nombreuses et tellement éparpillées que parfois c'est difficile de s'y retrouver. Mais je pense qu'on peut quand même dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour essayer d'inclure de plus en plus ces personnes fragilisées. On nous pose une question là aussi très claire. Est-ce qu'il y a de l'emploi finalement dans les entreprises? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes à la recherche de travailleurs comme vous représentez les entreprises bruxelloises?
Donc sur Bruxelles, on a un quota au total de 1450. Je dirais jusqu'avant le Covid, ça allait relativement bien et on était en situation de plein emploi. Maintenant, avec le Covid et l'après-Covid, on n'est pas en situation de plein emploi et on ne peut pas dire que la plupart des ETA recherchent pour l'instant à recruter des personnes en situation de handicap. Mmh. Chez vous, à la ferme Nopilif, comment ça se passe ? C'est un peu la même chose. On est victime d'un quota. Quelque part, c'est assez paradoxal, mais il y a un maximum de personnes en situation de handicap que l'on peut engager en ETA parce que les budgets de la COCOF ne permettrait pas d'en prendre un de plus. Et donc, les 1450 ont été répartis entre les 11 ETA bruxelloises, point barre. Donc, on ne peut pas engager plus. Oui, enfin, si on peut, mais alors sur fonds propres, sans aucune aide de l'État, et là, ça devient compliqué, ou alors on va aller chercher des personnes dont le handicap est très relatif. Et c'est pas notre objectif non plus. Donc, on est dans une situation paradoxale par rapport à ce quota. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation n'est pas vraiment à l'embauche, parce qu'on essaye plutôt de favoriser le retour au travail de tous ceux qui ont été mis en chômage Covid et qui ont été écartés pour l'une ou l'autre raison. C'est de reconstituer nos équipes et de recommencer à travailler. Mais c'est clair qu'il y a ce paradoxe du quota qui existe et dont on ne sait pas très bien comment sortir. Parce que la COCOF n'est pas plus riche que ça et n'a pas la possibilité d'augmenter ses budgets pour accueillir plus de personnes au travail. Est-ce que la crise, le confinement, la crise du Covid a été vécue différemment pour vos travailleurs, selon vous ? Non, je ne crois pas, parce qu'on a pris beaucoup de temps pour leur expliquer les choses. On n'a pas fermé la boutique du jour au lendemain en leur disant « va télétravailler », donc ça, c'était déjà pas possible. Donc, on leur a bien expliqué ce qui se passait. Je crois qu'ils sont conscients et ils ont été conscientisés. Et puis, la plupart sont soit suivis en famille, soit il y a des services d'accompagnement qui existent et qui ont pris le relais du travail pour garder le contact. Nos assistants sociaux sont restés actifs aussi. Donc, tous les gars qui ont disparu pendant la fermeture et qui ne pouvaient plus venir, on leur a téléphoné régulièrement pour avoir des nouvelles, etc. Et on a, dès que le déconfinement a été possible, fait revenir un maximum de gens en faisant attention à leur situation sociale. On allait plutôt chercher le gars isolé sans famille que le gars qui a une famille et dont on sait qu'il y avait quand même encore un peu d'entourage. Donc il y a eu une gestion, là aussi, adaptée à la situation de nos travailleurs. Chez vous, Brigitte, chez Manifast ? Un peu comme à la ferme Nopilif, les travailleurs, donc nous n'avons pas du tout stoppé au mois de mars l'entreprise, mais sans télétravail. Beaucoup de travailleurs étaient quand même craintifs aussi, comme beaucoup, d'attraper le virus. Et puis après, évidemment, on s'y habitue. Et toutes les consignes de distanciation et toutes les mesures et les gestes barrières, même chose, on a adapté le message. Peut-être qu'on doit répéter 2 fois plus pour qu'il soit bien intégré. Mais là, maintenant, tout est parfaitement assimilé, mais nous ne pouvons quasi pas faire de télétravail puisque c'est du travail sur place et donc la difficulté va être quand on va reprendre à 100% de nos capacités de pouvoir gérer autant de travailleurs dans un espace qui est limité. Oui. Benoît Cézens, vous l'avez dit tout à l'heure à la ferme Nopilif, régulièrement, bien vous ouvrez vos portes aux écoles, vous les faites venir chez vous pour que les enfants de tous âges puissent découvrir finalement ce lieu. Est-ce que c'est important ? Est-ce qu'il y a ce besoin absolu à un moment de décloisonner un petit peu et d'amener dès le plus jeune âge un autre regard sur la personne handicapée ? Évidemment, je dirais que c'est vraiment important. Et je voudrais dire aussi que la plupart des enfants qui viennent ne se rendent pas toujours compte du handicap des gars qui les accueillent. Parce que quand Abdel vient avec un cheval de trait dans chaque main, le présenter aux enfants, les enfants, ils sont abasourdis et époustouflés par la capacité d'Abdel et le handicap, il n'y est pas. Alors on espère nous que les instituts après ou avant préparent un peu le travail et expliquent la situation, mais on fait tout évidemment pour que le handicap ne se remarque pas, puisqu'on adapte le travail pour faire en sorte que ça se passe bien. Mais je crois que cette mixité est importante. Alors justement, comment est-ce qu'on peut préparer une visite ? Est-ce qu'on doit la préparer ou est-ce qu'on doit laisser les enfants simplement découvrir un lieu comme le vôtre ? Moi, je crois qu'il faut que les instituts ou les enseignants se préparent à des questions,
Mais effectivement, il ne faut pas susciter le débat avant d'y aller. Je crois qu'il faut laisser les enfants découvrir les différences, poser leurs questions et que les instituteurs puissent apporter des réponses adéquates après. Ou nos moniteurs qui ne sont jamais loin, évidemment, parce qu'on a des animateurs professionnels qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Il y a des petites mises au point qui se font à certains moments. Je crois que la découverte dans un contexte positif, comme on peut essayer de le faire à la ferme, dans un contexte win-win pour le travailleur, où il est bien. Évidemment, on ne met pas nos travailleurs dans des situations impossibles, parce que c'est comme nous, si on nous met dans une situation d'inconfort, on sera forcément mauvais et on va avoir un grand handicap dans la situation. Mais là, on essaye de compenser ça. Brigitte, justement, les questions les plus fréquentes, les remarques les plus fréquentes d'enfants, quand ils viennent visiter vos ateliers, c'est quoi ? Chez nous, on n'a pas de visite d'école puisqu'on s'adresse plutôt à des entreprises et pas à des particuliers. Donc, je peux pas dire j'ai beaucoup d'expérience là-dedans. Donc là, je vais plutôt laisser parler mon collègue. Benoît Mais il y a très peu de questions par rapport à nos travailleurs, puisqu'ils sont en situation de réussite. Ils sont dans ce qu'ils savent faire de mieux, parce que c'est ça qu'on leur demande de faire avec les enfants. Alors parfois, il y a des réflexions et on explique que tout le monde on a tous une différence. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des gros, il y a des blonds, il y a des bruns, il y a de toutes sortes. Et là, il y a un problème. Il comprend peut-être un peu moins vite, ou il a un problème physique, il boite. Mais ça se fait de manière très très naturelle. Il n'y a pas besoin de s'asseoir avec les enfants et de commencer à leur faire des cours. Quand c'est dans un chouette contexte, ça passe tout seul et il suffit d'une petite phrase, d'une petite remarque. Mais toi aussi, tu as une difficulté pour monter, pour faire tel assez, pour machin. Voilà, ça se passe de manière très très naturelle. Brigitte Amthio, en 1 minute, on en a parlé sur les antennes de Tendance Première il y a quelques semaines de cela, mais je voulais qu'on remette à nouveau l'accent sur aussi un site internet handymed.be. C'est quoi le principe de ce site alors ? Eh bien, sur Handymed, plusieurs entreprises de travail adapté fabriquent des produits qu'ils mettent en vente grâce à ce site et que donc n'importe quel particulier, n'importe quelle entreprise peut acheter. Et donc, ça met vraiment en avant les productions propres des ETA. Avec là aussi une belle découverte et on ne se rend pas compte de ce qui est fabriqué aujourd'hui dans les ateliers pour personnes handicapées. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'être venus dans ce studio pour parler de ces différents ateliers. Brigitte Amthio de la Fédération des entreprises de travail adapté bruxelloise. Vous dirigez également Manifast. Et puis Benoît Sezens de la ferme Nopilif. On vous encourage évidemment pendant les vacances à pousser les portes de ces différents lieux puisqu'il y en a certains qui sont ouverts. Et c'est un bonheur d'aller avec les enfants, entre autres à la ferme Nopilif. C'est signé un papa. 10h, 11h30. Tendance première. Cédric Wautier.